Bonjour à toutes, bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour ce journal du vendredi 23 septembre. La CCI de Maine-et-Loire vient de publier son observatoire de l'entrepreneuriat. Ce dernier a pour objectif de quantifier le nombre de créations d'établissements en Maine-et-Loire. Concernant les principales tendances pour 2021, il est à noter que le nombre de créations d'établissements a atteint un nouveau record et approche la barre des 10 000 créations malgré la crise sanitaire. Le département affiche la hausse la plus soutenue des Pays de la Loire, avec un gain de 28% par rapport à 2020 et génère environ 20% de création régionale. La création d'entreprises a cependant peut-être atteint un plafond en 2021. Les premiers résultats de 2022 montrent en effet une stabilisation, voire un fléchissement de la courbe à l'échelle du Maine-et-Loire. La suite, avec un anniversaire, celui des 150 ans du village santé Saint-Joseph à Montrevault-sur-Èvre. Cette ancienne congrégation religieuse est aujourd'hui un pôle multi-accueil. On va y revenir évidemment dans le sujet qui suit. Et aujourd'hui, sur le site, c'était la fête. Résidents, personnel, professionnels, famille, tout le monde était réuni pour marquer le coup. À ce propos, je vous laisse avec les responsables des différents pôles du village santé. On pourrait définir le village Santé Saint-Joseph comme le fruit de 150 ans, aujourd'hui en tout cas, d'histoire, de créativité. Tout a commencé avec Louise Gabory en 1872 et c'est un établissement qui a grossi, qui s'est enrichi avec beaucoup d'innovation, beaucoup de réflexion, beaucoup de construction aussi pour obtenir un ensemble intégré qui regroupe un hôpital, un pôle pour personnes âgées, avec un EHPAD, une unité pour personnes handicapées âgées, et puis un accueil de jour Alzheimer, et puis un pôle pour personnes en situation de handicap, avec un foyer, un accueil de jour, et une unité pour les personnes handicapées vieillissantes. C'est quelque chose qui existe dans la région, un pôle avec autant de secteurs différents, on va dire secteur, le mot secteur par exemple. C'est très rare. Il y a une vraie richesse à avoir l'intégralité de ces pôles, puisqu'on va être dans l'entraide, on va être dans le partage des compétences, on va être dans l'inclusion aussi de toutes ces personnes différentes, tous ces horizons différents et tous ces savoir-faire complémentaires. C'est quelque chose qui est très riche, mais qui est trop peu répandu. Dans un jour comme aujourd'hui, on travaille une thématique, on va dire, qui est un peu le fil rouge de ce que vous faites ici, c'est le côté inclusif, c'est le côté de se partager les publics un peu. Expliquez-nous comment ça se passe aujourd'hui. Aujourd'hui, on a voulu concrétiser avec les résidents, donc comme ils vivent ici, c'est eux qui ont choisi, qui ont donné les tonalités, en tout cas là, un peu le thème de la journée. Donc ils ont choisi, quand on leur a dit qu'est-ce que vous voulez, pourquoi le 150 ans, vous voulez faire quoi, tout de suite on nous a dit on veut manger des glaces et on veut manger des chichis. Et on s'est dit allez, Manco, on y va. Et du coup, toute l'après-midi sera plutôt une kermesse guinguette avec des animations que les résidents, en tout cas, ont choisi. Et puis c'est eux qui vont tenir les stands, alors avec le soutien des professionnels. Donc toute l'animation, ça sera vraiment centré avec les résidents. Il y a un aspect intéressant chez vous, c'est le côté intergénérationnel. On a vu tout à l'heure des gens danser un peu de tous les âges sur des chansons un peu de tous les âges aussi finalement. Tout à fait, ça va de l'âge de 20 ans à 80, 90 ans et plus. Donc, et cet après-midi, on attend 80 enfants des écoles de Chaudron qui vont être parmi nous. On a prévu un lâcher de ballon et on a prévu également aussi de la pêche à la ligne, enfin voilà, des dessins pour eux. L'idée, c'était vraiment de créer un partenariat avec les écoles de la commune. C'était aussi un souhait partagé des résidents. Donc, on leur a préparé, nous les résidents, ont préparé des activités pour les enfants des écoles. On va être sur du stand de pêche à la ligne, le lâcher de ballon qui va être une surprise aussi pour eux. Et puis, les enfants des écoles, eux, ont également préparé des petites chansons et des dessins pour nos résidents. Combien de résidents aujourd'hui présents à cette grande fête des 150 ans? On est environ sur 200 résidents. Et puis là, du coup, une centaine d'enfants qui viennent d'arriver. On a également plus d'une trentaine de bénévoles qui est présent aujourd'hui. Et puis d'autres invités du secteur. Et puis surtout, les familles et les proches de nos résidents. Et une bonne partie de professionnels aussi qui œuvrent toute l'année. On a parlé de résidents, on a parlé de l'anniversaire. Ça peut être intéressant de parler des personnes qui s'occupent de ces résidents. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez un besoin fort de recrutement? Effectivement, hein, on traverse, la conjoncture n'est pas si simple aujourd'hui. Et donc, on essaye aussi de promouvoir tous nos métiers avec des valeurs de bienveillance et d'empathie.
On rechercherait quel profil si toutefois on se pose la question? C'est des infirmières spécialisées, de choses comme ça? Alors aujourd'hui, on est vraiment sur des profils aides-soignantes, accompagnants éducatifs et social, bien entendu des infirmières, hein, des moniteurs éducateurs, des éducateurs spécialisés. Et puis il y a aussi tout un tas de métiers transversaux, hein, puisque nos établissements fonctionnent aussi avec des services de restauration, des services de lingerie, des services logistiques, des services techniques pour lesquels on a aussi besoin de recruter. Ce dimanche, ils ont un rendez-vous qui pourrait soit terriblement bien faire les affaires de l'équipe, soit à minima prouver qu'ils ont du répondant face à une équipe supposée plus forte. Il faudra donc suivre avec attention le match de Cholet Basket face à l'Asvel. CB qui sort d'une campagne de pré-saison plutôt concluante, on va y revenir. Hier, à l'entraînement, les joueurs affichaient donc un large sourire et c'est avec sérénité qu'Hugo Robineau est venu devant notre caméra. Beaucoup de positifs sur ce début de saison, du moins cette pré-saison. On termine avec 8 victoires, 2 défaites. Donc voilà, le groupe vit bien, ça se voit sur le terrain. Mais nous aussi, on le ressent aussi en dehors du terrain. Et voilà, c'est super et c'est que prometteur pour cette saison à venir. Là. Pour ce qui va venir, toi, comment tu te positionnes? Alors, il y a l'Asvel, évidemment, on sait que c'est un gros client, on peut parler de ce match par exemple, c'est quelque chose qui te fait un peu peur? Non, du tout. Moi, surtout, j'ai l'idée un peu des playoffs en tête l'année dernière. Donc voilà, on est surtout en revanchard, je pense. Et voilà, même si c'est une nouvelle saison, on n'oublie pas et on veut toujours s'améliorer et notamment battre ceux qui nous ont battus avant. Et donc, si on veut retrouver le haut de tableau, il faut se donner les moyens et il faut gagner des matchs comme celui-ci chez nous. Parle-moi un peu de ce collectif, ça peut être intéressant. Tu sens qu'il respire vraiment bien, que vous avez réussi à trouver une harmonie en tout cas? Je sais pas, on n'est pas au max de notre potentiel encore, mais voilà, je pense qu'on est quand même en avance sur des équipes, d'autres équipes par exemple, je pense. Voilà, c'est quelque chose qui s'est fait très naturellement. Il y a une très bonne communication entre nous et on travaille bien et on est tous déjà sur la même page, j'ai l'impression. Et donc c'est ce qui nous permet d'avancer aussi aussi vite. Toi, ce qui est intéressant, c'est que tu as l'expérience de l'année précédente avec ce blason là, juste là. Donc quelque part, tu es peut-être un joueur un peu cadre aussi, quelque part, même si tu restes jeune, hein. 4, je sais pas, mais j'aurai un rôle à jouer et je vais jouer mon rôle à 100% pour apporter le plus possible à l'équipe. Et donc voilà. Alors il y a la compétition classique pour laquelle on vous suit toute l'année. Il y a aussi la compétition européenne cette fois-ci. Alors là, d'autres enjeux, on va dire, parce que c'est des équipes qui sont costaudes, là, on le sait. C'est ça, on a envie de retrouver un autre rythme aussi, donc avoir plus de matchs en semaine, mais aussi autre style de jeu. Voilà, on a envie de retrouver un championnat européen, et donc il va falloir passer par une qualification, mais bon, c'est déjà une chance pour nous de pouvoir jouer ça, donc on va se donner tous les moyens pour y arriver. C'est une question un peu bête, mais on la pose tout le temps. Qu'est-ce que tu espères pour cette saison? Tu te projettes un petit peu déjà sur le haut du tableau, très haut du tableau? Je me projette pas très loin, mais je vais faire surtout match par match, étape par étape. On sait que là on a un match important contre un gros du championnat ce week-end. Donc pour l'instant on est focus là-dessus. Ensuite on sait qu'il y a des échéances qui vont arriver très vite comme cette qualification. Donc dès qu'on aura terminé le match de l'ASvel, il faudra basculer sur cette qualification. Mais voilà, je fais étape par étape et c'est comme ça que j'avance. Toi, à titre personnel, sur des entraînements comme ça, qu'est-ce que tu vas bosser plus? Tu vas bosser plus physique, tu vas bosser plus tactique, on va dire ça comme ça. Qu'est-ce que vous allez travailler plus avant d'affronter une grosse équipe, par exemple? Surtout le collectif, hein. Ça sera surtout le collectif. Ah, voilà. Après, comme chaque match, on va scruter aussi l'adversaire et on va aussi s'adapter et on va proposer. C'est un jeu de stratégie aussi, hein. On doit avoir des cartes à rabattre à un moment donné. On va proposer certaines choses, mais voilà. Donc il y a beaucoup de stratégies. Parce que déjà, on a travaillé sur le physique sur la présent. Maintenant, c'est plus un peu du côté stratégique. Toi, tu as vu un peu contre qui tu pourrais être en opposition directe sur le terrain. Tu as regardé un petit peu ses points forts, ses points faibles. Oui, bien sûr. Puis après, le staff nous donne tous les éléments pour connaître notre opposition le mieux possible. Donc non, franchement, on a tout pour réussir et j'espère qu'on va créer la surprise dès la première journée.
La troisième virade Choltaise aura lieu le samedi 24 septembre au Parc de Moine. Elle s'associe dans ce temps fort de collecte avec l'association Vaincre la mucoviscidose. Cette maladie génétique affecte la plupart des échanges cellulaires et donc de fonctions essentielles comme la respiration et la digestion. Actuellement, on n'en guérit pas et l'espérance de vie des malades est fortement réduite. Toutefois, des traitements arrivent sur le marché avec des résultats remarquables, parfois extraordinaires. L'association Choltaise conçoit donc cette virade comme un temps de sensibilisation à la maladie et la souhaite festive et ludique, sportive et culturelle et à destination surtout d'un public familial. Ce week-end, le passage culturel fêtera ses 10 ans. De nombreuses animations sont prévues comme des concerts, des ateliers, des dédicaces. C'est aussi l'occasion de revenir sur la genèse de ce commerce qui est né d'un rassemblement de disquaires et libraires indépendants. Depuis une décennie, ceux-là ont pris le parti de l'union en créant un groupement d'intérêt financier afin de rester concurrentiel face aux grandes zones commerciales et plateformes de e-commerce. Reportage. L'histoire du passage culturel, elle a commencé il y a 10 ans. Donc, tout a commencé en fait avec 3 magasins différents. Il y avait Dixie Disc, la librairie Le Yeti et la librairie Prologue. Donc 3 acteurs du monde culturel choletais. 3 acteurs assez importants. Qui ont décidé de se fédérer ? Ouais, tout à fait. Ouais. En fait, face à l'agrandissement des zones commerciales, c'était soit tout le monde reste dans son coin et tout le monde meurt, ou soit on décide de faire quelque chose pour continuer et tous ensemble. Donc voilà, ça va faire 10 ans. Et donc géographiquement, vous avez eu l'opportunité de vous installer ici dans l'ancien théâtre municipal de Cholet. Ouais, absolument. Ouais. Ça, c'est quelque chose qui est très très positif du coup, parce que c'est vraiment hyper centre de Cholet et on bénéficie vraiment de croisements de plusieurs artères de la ville et c'est un lieu de passage, d'où le nom d'ailleurs, c'est assez évident. Ouais. Le démarrage, ça a été assez particulier parce que plusieurs équipes séparées ont dû s'adapter les unes aux autres et travailler de concert, quoi. Mais c'était l'idée de base, de profiter de la présence de chacun en tant que commerçant. Et après, même personnellement, en tant qu'employé, c'est quelque chose d'assez de très positif de pouvoir aussi profiter des conseils des autres. Moi, par exemple, je suis disquaire et j'adore profiter des conseils de mes collègues libraires BD, par exemple. Ça, c'est un échange constant entre nous et c'est vraiment une qualité d'équipe et une qualité de travail que nous, on adore ici. Ouais. Est-ce qu'il y a eu des temps forts au cours de la décennie ? Oui, forcément, il y en a eu pas mal. Ouais. Le premier truc qui me vient, forcément, c'est le Covid. Travailler dans un magasin fermé, c'est quand même assez bizarre. Mais on a tous été extrêmement agréablement surpris, en fait, des retombées que ça avait provoqué. Et depuis le Covid, surtout, les gens ont vraiment compris l'importance du côté indépendant des magasins. Et oui, j'en ai pas parlé, mais ça, c'est aussi quelque chose qu'on revendique constamment ici. C'est le côté magasin indépendant. On est un regroupement d'indépendants. Et pendant très longtemps, on a été les seuls en France à avoir cette justement étiquette de rassemblement d'indépendants. Ça s'appelle un GIE, en fait, un groupement d'intérêt économique. Et ça, pendant très très longtemps, ça a été quelque chose d'assez assez unique. Et oui, du coup, le Covid, là, les gens, de par la presse aussi, forcément, à l'époque, il y a eu un gros battage médiatique sur l'importance d'acheter chez les libraires indépendants et de ne pas aller chez Amazon. Mais depuis, on a encore plus de gens qui viennent ici et qui nous disent j'ai plus envie, je préfère venir chez vous, quoi. Question spécifique, pour vous, le disquaire, vous avez dû voir l'explosion des disques vinyles ces dernières années ? Ouais, forcément, ouais. Moi, je suis arrivé il y a 6 ans. Et en fait, on avait 2 bacs à vinyle. Aujourd'hui, on en a, je n'ai pas compté, mais on en a pas loin de 15, je pense. Et ouais, il y a eu vraiment une explosion. Et pendant très longtemps, et même aujourd'hui, on parle d'effet de mode. Moi, je pense que le vinyle a recommencé à pointer le bout de son nez il y a 10 ans, quelque chose comme ça. Et aujourd'hui, on a même fait la bascule. C'est-à-dire qu'on vend plus de vinyle que de CD. Donc je pense qu'aujourd'hui... Et depuis un moment, je pense plus qu'on puisse trop parler d'un effet de mode. C'est bien installé, quoi. C'est là. Et ça, c'est quelque chose d'hyper positif. 10 ans, ça se fête. Qu'est-ce que vous avez préparé ? Qu'est-ce que vous avez concocté ? Alors, ce week-end, vendredi et samedi, ces 2 jours seront ponctués de plusieurs activités, de plusieurs
petits événements concoctés par l'équipe. Donc il y aura notamment 3 concerts, un le vendredi soir et 2 le samedi après-midi, des animations, place Rouget, de l'autre côté du magasin. Il y aura également une tombola qui est organisée pour nos clients et pas une murder party mais une robbery party. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de mort, c'est juste un cambriolage. Voilà, pas mal de petites choses, ouais. La SLA organise le dimanche 23 octobre à partir de 14h sa bourse aux livres. Elle est ouverte gratuitement à tous ceux qui veulent donner une seconde vie à des livres d'occasion et à tous ceux qui souhaitent se procurer de la lecture à prix modique. Rendez-vous donc au 12 avenue Foch dans la Maison des Sciences Humaines. L'inscription est obligatoire avant le 15 octobre. Et c'est la fin de ce journal. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Je vous souhaite une très belle soirée.